têtes avec Philippe Bouvard. Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. RTL, première radio de France. Vous nous écoutez depuis le bout du monde? Les grosses têtes vous proposent de dialoguer avec elles. Si vous avez l'habitude d'écouter les grosses têtes au bout du monde, alors écrivez-moi. Je vous rappellerai et à la rentrée, nous bavarderons en direct. Inscrivez-vous sur rtl.fr Rubrique Les auditeurs du bout du monde. pour participer aux grosses têtes en direct sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Jusqu'à 18h sur RTL, ce sont les meilleurs moments des grosses têtes de Philippe Bouvard avec Mylène Demongeot qui était à ses côtés le 13 octobre dernier. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard Sur RTL. Bonjour, c'est la nouvelle vague qui nous a amené Mylène Demongeot et Bernadette Lafont. Mais la marée des modes qui ont suivi ne les a jamais mises sur le sable. Au fil d'un livre intitulé « Le piège », Mylène Demongeot fait le douloureux récit de l'alcoolisme qui fut fatal à l'homme qu'elle aimait. Un calvaire décrit par le menu avec l'espoir de l'éviter à ceux qui ne boiront plus que ses confidences. Pour elle, le vrai signal d'alarme se produit lorsqu'on se réveille encore malade des excès de la veille et qu'on ne saurait cependant pas commencer la journée sans un verre. Elle évoque les bouteilles que l'on cache aux malades et celles que le malade cache à sa famille, la personnalité écrasante et stressante de Georges Simenon qui fut son beau-père et le concours de beuverie qu'elle gagna personnellement à 17 ans en avalant 17 verres d'aquavit en moins de 5 minutes. Asseyez-vous, chère Mylène, et vous voici placée en garde à vue. En garde à vue. Quelle différence entre la dépendance alcoolique et les autres addictions ? Ce qu'il y a de plus difficile dans la dépendance alcoolique, c'est que vous ne savez pas à quel moment elle s'installe. C'est pour ça que depuis que j'ai écrit ce livre, tout le monde me pose la question, mais à quel moment sommes-nous dépendants ? Tout ce que je sais par expérience, vous êtes dépendant le jour où quand vous vous levez le matin, et après avoir bien vomi, après avoir mal à l'estomac, après vous sentir tout tordu, vous ne pouvez pas commencer votre journée sans avaler un verre d'alcool qui vous permet de tenir. Là, il faut vraiment vite aller se soigner. À part ça, on est dans une société où on aime en général tous boire du bon vin, faire la fête. Vous-même, oui, j'adore le bon vin, bien sûr. Oui, J'ai beaucoup d'amis vignerons. Est-ce mais que la volonté suffit pour s'en sortir ? pas quand on est tombé malade. Quand on a de bonnes structures mentales, qu'on est comme vous, comme moi, ou comme vous tous, je suppose, la volonté fait que si on a un peu exagéré le soir, le lendemain on dit bon, allez hop, allô, tout va bien. Et puis si on a la chance de ne pas avoir mal à la tête, c'est déjà très bien. Moi j'ai des copains qui le lendemain matin souffrent et disent ah non, je ne boirai plus là, mais non, c'est fini. Puis ils remettent ça le soir. Oui, il faut dire qu'il y a toujours un mauvais ami pour vous proposer juste un petit verre. Voilà, ça je déteste. En tout cas pas pour moi qui n'ai pas été malade, mais pour mon mari, il y avait toujours un copain quand il sortait de clinique pour lui dire ah bah alors on fête ça mon vieux, alors on se prend un petit coup de champagne hein, pour fêter ta guérison, c'est chouette, maintenant t'es sorti d'affaires. Et ça me rendait hystérique de rage. Et j'allais voir, mais je dis mais tu es criminel de faire ça. Mais non, c'est pas un petit coup qui va lui faire du mal. Le genre à dire ah t'es alcoolique, et ben ça s'arrose. Oui c'est ça, Hein oui c'est ça. Est-ce que vous vous souvenez, Mylène, de votre concours d'aquavit ? Vous aviez 17 ans. Oui. Ah oui, on était rue Saint-Benoît. On était toute une bande de Coursimons, on dînait dehors et puis on se dit allez on fait un concours, allez à celui qui boit le plus aquavit. Alors moi je suis quand même, mon sang est bien mélangé, hein. Je suis ukrainien, italien, français. Alors le côté ukrainien fait que je tiens très bien. Alors on dit ok le concours, ça va, on est parti. J'en ai bu 17, je les ai tous enterrés. Voilà. Donc, heureusement que vous n'aviez pas 45 ans. Hein, parce que là, 17 à 17 ans, c'est pas mal. 17 à 17 ans, c'est pas mal. Mais Ouais. le lendemain, j'ai quand même... Combien de degrés, l'aquavit ? 60.
40, 40, c'est comme la vodka. La vodka, Ouais, 45. C'est comme la vodka, mais on a Oui. plus mal à la tête le lendemain matin parce que. Est-ce qu'il faut cacher les bouteilles aux malades? Non, ça marche pas du tout. Alors ça, je Parce l'ai qu'il fait. arrive que le malade les cache aussi, les bouteilles. Hein. Cache dans les jardins, etc. On a fait des parties de cache-cache, ça devient une espèce de jeu pervers où vous cherchez où sont planquées les bouteilles et la personne dit tu m'auras pas ma vieille, tu vas voir, tiens. Et on trouve des endroits invraisemblables. Et Isabelle Sokolov m'a raconté qu'il y avait une femme et son mari avait raconté à Isabelle. Je comprends pas, toutes les fleurs du jardin meurent. La bonne femme, elle enterrait toutes les bouteilles dans le jardin sous les fleurs. Ouais, c'est ça. Vous vous rendez compte? Et en plus, vous dites que Marc, votre époux, quand il ne trouvait pas les bouteilles, se mettait dans des rages folles. Hein. Eh ben, c'est normal parce que vous souffrez tellement. C'est ce que j'ai appris, c'est que quand tout d'un coup quelqu'un qui est malade a impérativement besoin de boire un verre, c'est criminel. Même quand il partait en clinique, parfois avant de partir, on lui donnait un tout petit verre de whisky parce que c'est criminel de mettre quelqu'un. C'est le manque. Hein. C'est comme la drogue. C'est quand vous arrivez dans un état de manque, c'est absolument terrifiant. Cela dit. Marc, ça, il faut quand même bien au fur et à mesure que le temps a passé, puisqu'on a quand même passé 35 ans de notre vie ensemble, et que l'addiction très très forte du début n'est jamais ensuite revenue aussi violente. Bon, il faisait des rechutes. Alors, justement, quel est le pourcentage de réussite dans les cures de désintoxication? Voilà. Alors là, ça a été ma grande erreur, si vous voulez. On en a parlé. Je savais pas ça à l'époque, mais avec Isabelle Sokolov, en fait... Qui est le co-auteur du livre Le Piège. Formidable, qui soit... Médecin, hein, Ah médecin. oui, un vrai médecin. Et alors? Eh bien, ce que je veux dire, c'est que quand on sort d'un sevrage, Marc, il se considérait toujours guéri. En disant, bon, ça y est... Combien de cures il a suivi? Une quinzaine, peut-être, je sais pas. Ouais. Mais bon, ils sont considérés guéris. Et moi, je le considérais guéri. Et donc, on reprenait la vie comme avant. Et là a été mon erreur. C'est pour ça que j'en parle dans le livre pour les autres gens qui ont peut-être ce problème. C'est quand quelqu'un sort du sevrage, qu'avec son compagnon, qui est finalement codépendant, il faut se mettre au travail avec un psychologue, avec un psychiatre, avec qui vous voulez. Et ça n'est jamais gagné. Non, c'est jamais gagné. Je crois que il y a 10% des gens qui s'en sortent. C'est pas beaucoup. Hein. Allez, on retrouve tout de suite Philippe Bouvard et ses grosses têtes, comme tous les jours de l'été. Cet après-midi, ce sont les meilleurs moments de Mylène de Mongeau que nous réécoutons. Et sur le plateau également, il y avait Philippe Chevalier, Jacques Balutin, Bernard Mabille, Jacques Maillot et Éric Logérias. Est-ce que vous condamnez le bon vieil apéro? Non, si c'est pris avec sagesse, pas dans mon île, des fois, le bon vieil apéro, c'est pas un verre, c'est avec la partie de pétanque, avec les copains qui sont au bistrot, c'est ma tournée, puis ça arrive à 20. Alors là, je condamne. Là, oui. Est-ce que la formule boire avec modération est efficace? J'aime pas ce terme, je déteste, parce que maintenant, ce sont les jeunes qui boivent en ce moment. Donc les jeunes, la modération... Attendez, quand j'avais 15 ans, on me parle de modération, on me dit, mais c'est quoi ça? Vous êtes fous, quoi? Moi, je pense qu'il faut apprendre à boire avec discernement et intelligence, avec sa tête, en disant attention, là ça va, là ça me fait du mal. Donc déjà, il faut apprendre aux jeunes que l'alcool fait du mal, ceux qui ne savent pas du tout. C'est pour ça qu'il y a des mômes en ce moment qui tombent dans le coma, c'est qu'ils prennent la bouteille et glou, ils ne savent pas. Écoutez, puisque vous en parlez, je vais vous dire que ça bouge en province. Là, ça bouge véritablement dans le bon sens, puisque dans des villes comme Rennes, Nantes, La Rochelle et Brest, qui sont des villes universitaires, il y a des jeunes qui, à l'enseigne des nosambules, parcourent les rues de la ville toutes les nuits pour récupérer d'autres jeunes qui sont en perdition éthylique et leur demander d'être plus raisonnables. Alors, ils s'en occupent, ils les raccompagnent parfois chez eux, ils leur commandent de boire un verre d'eau tous les 2 verres d'alcool et ils commencent à avoir des résultats. C'est bien, génial, ça, non, hein? c'est formidable. Sur des capitaines de soirée, quoi. Voilà. Oui, mais ça va beaucoup plus loin, puisque là, il y a une espèce de prosélytisme anti-alcool. Ils sont à pied, oui. Oui. Non, ce qui est dingue, c'est les gamins de 15 ans qui boivent jusqu'à tomber par terre. Ah ben attendez, à partir de 12 ans, l'alcoolisme commence à être constaté. Ils boivent au goulot de la vodka, du machin, dans le jardin des parents, en cachette, ils tombent. Parce qu'ils ne connaissent que l'idée de défense, ils ne connaissent pas les dangers. Ils ne savent pas du tout ce que... C'est pour ça que ils ne sont pas dans le plaisir du tout. Dans le livre, on a mis le trajet de l'alcool. Qu'est-ce que ça fait quand
quand vous avalez de l'alcool. Donc il y a un graphique qui vous dit voilà, l'alcool c'est ça. Ils sont même pas dans le plaisir. 24 heures pour digérer Alors, un litre de vin. Est-ce qu'on ne devrait pas, sur rien. les étiquettes de spiritueux, montrer une cirrhose du foie? Alors, attendez, sur les paquets de cigarettes, maintenant, il y a un poumon cancéreux. Alors, pourquoi pas? Je sais pas, parce que l'alcool devrait, enfin le vin, l'alcool, ça devrait être un plaisir. Donc il faut pas non plus. Là, j'ai déjà reçu hier une lettre d'un monsieur qui fait du vin que je bois d'ailleurs, qui est délicieux. Il me dit il faut que je vous parle du vin. Je dis, vous n'avez pas besoin de me parler du vin. Je sais que le vin c'est quelque chose de merveilleux. Là où ça devient dangereux, c'est quand vous passez la barrière et que vous, en fait. Comme nous tous ici, on boit parce que ça nous fait plaisir de boire un verre. La personne qui est malade, elle boit pas par plaisir, elle boit la quantité, pas la qualité. Il faut que ça s'en remplisse. Et les mots. Parce qu'il y a une raison pathologique derrière aussi. Il y a un mal-être, etc. Mais est-ce que il y a quelque chose de suicidaire et quelque chose c'est ça. Mais est-ce que l'alcool y est pour quelque chose? Je crois que si quelqu'un est malade, il prendrait de la drogue, de l'alcool, il se suicidera avec autre chose. J'ai eu une petite copine à l'école qui buvait l'eau de Cologne de sa mère. Oui, l'eau de Cologne. N'importe quoi. C'est pour que ça l'alcool soit à 90. Nous, on sniffait la colle à la communale. Oui. Vous avez vu dans quel état ça vous a mis, Philippe? Cet arrêt de croissance, c'est terrible. C'est bien de montrer. Je m'en vanterai pas à votre place. C'est bien de montrer les méfaits. Moi, ma banque, maintenant, avec mon relevé bancaire, il m'envoie la photo d'Archimède le clochard. En disant voilà ce que vous allez devenir. Oui, il m'envoie des photos de bourse qui dégringolent. Oui. J'ai les mêmes à la maison. Les meilleurs moments de vos grosses têtes continuent jusqu'à 18h sur RTL. Une première citation. Quelle est la comédienne qui a dit « Je n'aime pas faire l'amour dans l'herbe » Question de Monsieur Vérin. Mais s'il n'y a pas le choix, je ne discute pas. Ah, c'est drôle. Brigitte Bardot? Ça, alors là. Non. Catherine Rouvel. C'est une Française ou une Américaine? Alors, elle est française, mais d'origine slave. Slave. Marina Vladi. Marina Vladi. Non. Macha C'est Meryl. Macha Meryl. Macha Meryl. Macha Meryl. Bonne réponse d'Éric Logérias. C'est Macha Meryl. Ça m'étonne pas d'elle. Et la deuxième citation envoyée par Monsieur Fournier qui a dit « Je ne sais plus pourquoi j'ai arrêté de boire. Je devais être bourré ce jour-là. » Gainsbourg. Non. Non, c'est pas lui, ça. Pierre Doris. Jacques Villeray. Il vit toujours. Il vit toujours. Ah, il vit toujours. Il est acteur. Toujours parce qu'il a vraiment arrêté, Il a lui. vraiment arrêté. Il a vraiment Il est arrêté. acteur. Il est acteur. Auteur. Acteur, pas auteur, Chanteur. chanteur, Yves Marchand. non. Non. Non, il n'a pas bu, Marchand. Il chante beaucoup. Johnny. Johnny Hallyday. Johnny. Non, Non. non. Là, Il est dans quel âge il est? oui, quelle tranche? Écoutez, Il a 20 ans, mais il en fait 60. Il a tellement bu. Pierre Non. Perret. Il a 60 et il a encore C'est un pas- air assez juvénile. Eddie Eddie Mitchell. Non. Ça fait plaisir comme question parce qu'on Oui, balance tous les noms. qu'on connaît. Tous Ah ceux bon, qu'on connaît alors qui j'ai l'air boivent. d'un poisson. Quoi, Picole, on n'a pas de métier. peau. On se croirait rue des Saussets pendant la guerre. Ouais. Il chante du rock. Non, c'est pas tout à fait son style, mais ça a été... Jacques Dutronc. Eh ben oui. Ah. Oui. Jacques Dutronc, bonne réponse de Jacques Maillot. Nous avons plusieurs témoignages à verser à votre dossier, chère Mylène de Mongeau. En premier lieu, et il avait été naturellement recueilli ici aux Grosses Têtes, celui de Robert Charlebois qui s'était aperçu, mais il lui avait fallu longtemps, qu'il n'était pas fait pour être brasseur de bière. Quand j'ai commencé à boire des fins du monde, qui sont quand même des triples fermentations à 9 degrés, je buvais des fins du monde seul dans ma cave l'après-midi. Je me suis dit, peut-être que c'est pas un métier idéal pour quelqu'un qui aime lever le coude. Alors, c'est arrivé tout bonnement. J'ai vendu, et puis les gens à qui j'ai vendu ont pas du tout aimé ça quand j'ai déclaré aux journaux que j'arrêtais de boire. Il y avait plein de choses. Et je me suis dit, j'arrive à un âge où j'ai le choix entre finir comme Gainsbourg ou Aznavour, et j'ai plutôt choisi Aznavour. Ah, c'est la voix de la sagesse, hein, ça. C'est drôle. Ah oui. Très drôle. Qui est le docteur Isabelle Sokolov, alors la co-signataire de votre livre? Eh bien, elle dirige le service d'alcoolologie à l'hôpital de Saint-Cloud, qui est un des meilleurs dans cette spécialité. Et c'est pour ça que je l'ai connue, parce que je voulais que mon mari se soigne avec elle, et il est mort avant que j'ai réussi à les faire se rencontrer tous les deux. Et après, elle m'a téléphoné pour me dire qu'elle était désolée, et tellement gentiment, tellement chaleureusement, j'avais besoin de réconfort à ce moment-là, j'étais très seule.
Et on s'est revus. On a dîné ensemble, on a parlé beaucoup de l'alcoolisme, de la maladie. Je lui ai posé plein de questions. Et puis un jour, on s'est dit, mais on parle jamais des gens qui vivent avec un alcoolique. On parle toujours de l'alcoolique. Je suis tombée au fond, j'ai tapé du pied, je suis remontée, je m'en suis sortie. Mais jamais des gens qui vivent à côté. Alors pourquoi on ferait pas un livre ensemble où moi je raconte ce que j'ai vécu, qui n'est pas un calvaire d'ailleurs, parce que j'ai passé 35 ans formidables avec un homme que j'aimais, sauf qu'il y avait des périodes épouvantables. Mais je l'aimais. Surtout que l'alcool, vous le dites, peut mener à la violence. Hein. Oui, au début, ça a été comme ça. Mais ça n'a pas duré très longtemps, parce que là, je suis partie. Moi, je ne suis pas d'une famille où on tape. Donc, la première fois qu'il m'a filé un coup comme ça, je suis partie immédiatement. Je me suis sauvée, je dis pas avec moi. Il faut dire que l'alcool possède en apparence un tas de vertus. Hein. On se sent mieux, plus intelligent. Oui, bien sûr. C'est un anxiolytique, l'alcool. Bien sûr. Ça rend les femmes belles. Ah oui, oui. Un petit verre de vodka tout petit le soir avant de dormir, c'est mieux qu'un Et Lexomil. puis ça les rend moins difficiles aussi. Par exemple, de gens qui boivent un coup avant d'entrer en scène, par exemple, pour se rassurer, c'est pas pour autre chose. J'en ai une comme ça, elle avait tellement peur, elle est devenue avocate maintenant. Ah oui. Elle avait tellement peur, je l'emmène en tournée, et on arrive un jour à Albi, je me rappelle, donc au bout de 2 mois au moins, elle rentre en scène, et mais j'ai cru qu'elle était malade, tu vois, j'ai eu peur. Mais elle était bourrée, parce que au départ de Paris, elle prenait 1 centimètre cube, et là, à Albi, elle était presque au verre plein de whisky, tu vois, elle était pétée comme un... Par peur. Ça fait perdre la mémoire, par peur d'entrer en scène. Il y a beaucoup d'artistes, regardez Fernand Reynaud, qui entre 2 sketchs disparaissait dans la coulisse. Et Gilbert Bécaud aussi. Mon copain Eddie Constantine, quand on tournait J'ai bien l'honneur ensemble, il me disait, Mylène, si tu as envie de boire un petit coup, parce qu'il est toujours comme ça, il me dit, ah, tu vois, là, vodka, hein, parce que vodka, rien, personne sans doute. C'est ça, terrible. Il est vécu pour le croire. Ça ressemble à l'eau en plus. Et j'en ai connu un autre comme ça, j'étais petite, je tournais Une manche et la belle, et le matin à 6h, je devais prendre mon café avant le tournage, et à côté de moi, il y avait le grand metteur en scène, Nicholas Ray, qui tournait, donc je le regarde avec admiration, parce que James Dean, parce que tout ça, et puis je vois, il dit, mon Évian. Alors il boit un grand verre comme ça. Et moi je dis, mais c'est formidable ce mec, il boit de l'évian comme ça le matin pendant que nous on boit du café. Il me fait, vodka ma vieille. Comme ça, hein, un verre comme ça, cul sec. Ah non, mais en plus, alors, on peut tout faire, tout boire. Moi, j'ai connu pendant le Tour de France un célèbre journaliste qui s'appelait Dunant et qui trempait les croissants du matin dans du pastis. Ah, ça va être sympa. Ça fait envie. C'est bon, c'est sympa. Oui. Ah oui, c'est terrible, ça. C'était la famille de l'hôpital Dunant, là. Est-ce que le vin rosé peut être dangereux ? Mais tout peut être dangereux si vous en prenez une consommation inimaginable. Si vous buvez 3 verres de vin rosé ou 4 verres, vous allez vous coucher content. Oui. Si vous buvez 4 bouteilles, 5 litres de vin rosé, vous allez être malade comme un chien. Oui, parce que ça se boit comme de l'eau, disent ceux qui l'aiment. Oui, hein. ça se boit comme de l'eau, mais la tête, elle sert à quoi là-dedans pour vous dire hop, top, voilà. arrête. RTL, les grosses têtes de l'été. Sur RTL, les grosses têtes de Philippe Bouvard ne prennent pas de vacances et nous retrouvons tout de suite Philippe Chevalier, Jacques Balutin, Bernard Mabille, Jacques Maillot, Éric Logérias et Mylène de Mongeau, leur invité du 13 octobre 2008 qui nous parle du fléau de l'alcoolisme. Question de Monsieur Romain de Nice. Au XVIIIe siècle, quand disait-on d'une femme qu'elle avait de la caillette ? Elle était un L'été, oui. C'est un rapport avec le lait. C'est le lait, Caillette. Quand elle avait ses menstrues. Non. Quel vilain mot. Bon, ça fait distinguer. Vous avez vos menstrues, Marie-Charlotte? C'était des bourrelets. Elle avait de l'argent? Non. Elle avait des varices de cocher? Non. Est-ce que c'est quelque chose de physique? Oui. Alors, Elle avait des gros seins? Alors, elle avait des gros seins. Belle poitrine, et un gros cul. Une belle poitrine Et un gros cul. Et des hanches plutôt remonties. Voilà. Culotte de cheval. Voilà. Donc, devant et derrière, Elle était calipige. elle avait tout ce qu'il faut, là où il faut. La gaillette. Excellente réponse de tout le monde. Du hein. collège. Je veux me fâcher avec personne de toute façon. Hein. Pourquoi ne militez-vous plus avec les Verts, Mylène de Mongeau? Parce qu'ils ne me plaisent pas, c'est simple. Hein. Les verres, c'est un verre de trop. Non, je n'ai pas aimé. J'ai été très proche et puis après, j'ai pas aimé
qui s'occupe de tas de choses qui, à mon avis, ne les concernaient pas. Donc aujourd'hui, je suis en train de me rapprocher d'Hubert Reeves parce que j'ai acheté son dernier bouquin. Il est formidable. J'ai vu qu'il avait repris le rock, qu'il avait enlevé du rock ce côté outrancier par rapport à la chasse et qu'il en faisait quelque chose de très intéressant. Donc je vais rentrer chez lui. Voilà, vous avez un scoop. Vous avez fait aussi équipe avec Bernard Tapie. Oui, on peut oublier ces Combien de conneries. temps 2 mois. Ah bon? Ah oui, qui vous a eu pour le franc symbolique? Comment ça se fait que c'est parce que c'est mon époux qui m'a poussé en me disant écoute, il est tellement sympa, travaille avec lui. Alors j'ai dit bon, pourquoi? Mais si, l'environnement, tu vas t'en occuper. Donc j'avais le département environnement, donc je lui ai dit envoie-moi les papiers et les choses que tu as, comme ça je vais travailler avec les gens qui sont avec toi. Il y avait personne, il y avait rien. Tapi est un immense vaisseau qui travaille pour lui tout seul. Et derrière, il y a rien. Alors quand j'ai vu ça, moi comme je répétais une pièce avec Daniel Auteuil, j'ai profité de la pièce pour foutre le camp. Mais cela dit, il a un impact sur le public. Il signait des photos autant que Claire Chazal. Hein. Ah oui, c'était à quelle époque? Quand il voulait se présenter à Marseille? Oui, c'est ça. Et oui, il y avait d'ailleurs un monsieur qui faisait de la mode, qui était avec nous, qui est devenu fou parce qu'il avait sa voiture, son chauffeur de fonction, enfin de l'Amérique, qu'il emmenait tous les matins pour les réunions. Et moi, j'ai eu ça aussi, une voiture qui venait me chercher. Et tout d'un coup, en allant à Marseille, en criant les feux rouges, je me suis sentie grisée. Et je me suis dit, mais quelle horreur! Je suis grisée par cette espèce de pouvoir à la con. Alors je suis partie. Parce que je suis très saine. Oui, c'est bien d'avoir résisté à tout ça. Hein. Oui, je déteste ça. Bonne nature. Question de Monsieur Guibert de Chaux-de-Fonds. Ah oui, on n'avait pas passé loin. C'est en Suisse, ça. Oui, la Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds. Qu'on appelle la Chaux de Suisse. C'est là qu'on fait les montres, monsieur Beauvoir. Qui était au XVIIIe siècle l'ensemble formé par la modeste, le fripon et la secrète. Les mouches sur le visage. Les mouches des dames. Les mouches? Non. Les mouches des dames, les petits points. Non, c'était la friponne, mais pas le fripon. Ah, le fripon. Le fripon, la modeste, des jupons. Les jupons Les 3 jupons de la femme. Bonne réponse d'Éric Lejar. Il est bon, hein? Il est excellent. Tout ce qui touche à la femme. La cerise sur le gâteau, je crois que c'est une très jolie photo d'Angelina Jolie. Les photos sont toujours belles, hein, parce que la femme est splendide. Il y a un beau sujet, évidemment. Alors, elle a sur le bras gauche un tatouage de 5 lignes qui ne cesse de s'allonger, puisque à chaque naissance ou à chaque adoption, elle met l'état civil de son bébé. C'est bien. C'est bien, hein? C'est mignon. Très mignon. Oui, cela dit, heureusement qu'elle prend pas un orphelinat parce qu'elle va jusqu'au bout des doigts. Maline Joséphine Baker. C'est pas très joli quand même. Je veux dire, c'est attendrissant comme précaution, mais quand on regarde, quand même, c'est. Oui, mais enfin, si Pete, il s'en fout. On a l'impression qu'elle a pas pris sa douche. J'aime pas trop les tatouages, moi. Là, dans la photo, apparemment, il a l'air d'accord puisqu'il lui met les mains aux fesses. Attends. D'ailleurs, ils lui mettent toujours la main aux fesses. Oui, parce qu'il vit en France. Il a compris. Ah oui, il n'est pas con. Il a perdu son truc américain. Depuis toutes ces grossesses, elle tombe un peu les fesses, donc il les lui relève. Comme ça, des photographes. Écoute-le, l'autre. Je vous en mais c'est des plus moches, je sais. Je vous en souhaite beaucoup des comme ça qui tombent. Le 13 octobre 2008, Mylène de Mongeau était l'invitée des grosses têtes de Philippe Bouvard. Elle nous parlait de son livre Le piège, dans lequel elle évoque l'alcoolisme et ses conséquences. Nous allons maintenant retrouver notre auditeur du bout du monde. En fait, non, c'est une auditrice. Enfin, on va voir. On sait pas bien. C'est pas... Les grosses têtes souhaitent le bonjour à Nadia Matra. C'est vous, hein? Oui, bonjour, monsieur Bouvard. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. C'est une dame. C'est une dame et elle est très loin, hein? Où est-elle? Combien de kilomètres de Paris? Un certain nombre. Ah oui, vous n'avez pas fait le compte? Non, je préfère ne pas y penser. Il y a beaucoup trop de choses qui me manquent. Donc je ne préfère pas chiffrer cette distance. Enfin, Seattle, c'est pas la porte à côté. Hein. Seattle. C'est les Boeing. Votre mari travaille chez Boeing, si ça se trouve. Alors, vous avez une chance sur 2 de tomber sur la bonne société, Boeing ou Microsoft. Oui, Mon mari travaille chez Microsoft, tant mieux. Il est américain? Non, il est français, bourguignon. Il n'aurait pas trouvé de travail en France?
Ah si, il en avait un. Il a eu une très bonne opportunité qui est rentré dans une certaine logique dans sa carrière et dans ce qu'il a pu faire. Donc c'est ce qui explique notre venue. Et puis pour détromper les gens qui disent que les Français ne parlent pas bien anglais, nous avons fait le voyage pour l'améliorer. Vous parlez quand même français à la maison ? Ah oui, absolument. On a une petite fille de 2 ans et demi. On discute en famille en français. Il est hors de question de le perdre, non ? Vous pouvez parler anglais avec Philippe, si vous voulez. Oui, vous comprenez très bien. Surtout l'accent de Seattle, c'est un truc qu'il a dans l'oreille, ne vous inquiétez pas. Il est plutôt Los Angeles. Hein. Voilà, de préférence, M. Bouvard parle de Los Angeles. Ah, oui. Los Angeles. Mais je connais très bien les talents linguistiques de M. Bouvard. Si je puis dire, excusez-moi. Et pourtant, vous savez, j'ai fait 7 ans d'anglais, hein, mais il reste plus rien. Moi, j'ai fait 2 ans d'anglaise et rien. Je crois que c'est monsieur Lozérias. Oui. Il parle très bien anglais. Ah ben, lui, il est doué pour les langues, hein. Try to fight for instance Seattle and just crowd on fire and so they tell me right when the Barack Obama and tell your final teacher that's why no one out there what is going to fight to sign the crowd word and just the right from the sign on the team from the fuck you send the bastard. On ne le dit pas assez, monsieur Lozérias, on ne le dit pas assez. C'est de l'américain, ça, même. Ah oui, c'est de l'américain de Seattle. Et qu'est-ce qu'il disait ? Rien. Pas du tout, Mylène. C'était un très beau poème de Walt Whitman. Et RTL, alors, vous l'écoutez à quelle heure de la journée ? Alors moi je télécharge les podcasts le matin et j'emmène toujours mon lecteur pour faire mes courses ou mes déplacements et je vous écoute en faisant mes courses ou mes déplacements, ce qui doit me valoir des coups d'œil des Américains. Locaux, des Américains très étonnés, qui me demandent qu'est-ce que vous écoutez. Donc je suis très embêtée pour traduire les grosses têtes. The Big Heads. Oui, oui. Il n'existe pas aux États-Unis d'émissions comme la nôtre ? Quand on voit George Bush, on voit bien qu'il manque de tête. Hein. Voilà, ils ne doivent pas rigoler tous les jours. Hein. L'humour de l'un de mes chouchous de l'équipe, qui est M. Perroni, n'est pas facile comment dirais-je, ni à traduire, ni à emporter. Hein. Non, c'est dur. Alors, juste les bouteilles. Merci Nadia. Merci beaucoup. Et gardez-nous longtemps votre oreille indulgente. Mais ils sont pas très humour de groupe, les Américains. Hein. Les grands shows, les trucs qui marchent, c'est des trucs personnels. Ouais. C'est un homme marrant qui fait son show, mais ils aiment pas beaucoup le partage de la poilade. Il y a quand même une émission parodique qui fait un malheur, le Saturday Night Live. Oui. Mais c'est des sketchs. Avec 30 ans, ça fait un malheur. Où Madame Paline en prend plein la gueule pour pas un rond avec Nadia Frey. Ah oui. Si elle en prend un coup, elle doit être contente. Oui, parce que... Non, elle doit être coquine, Madame Paline, sous ses airs, avec ses lunettes et tout. Oh là là. Femme à lunettes. Oui. Il n'y a pas de mal de femme à lunettes. Hein, Non, c'est pas un mal. Je trouve qu'elle est... Mylène, d'ailleurs, a volé les lunettes de François Xenakis, j'ai remarqué. De Jean-Pierre. Voilà. De Jean-Pierre Coff. C'est mes lunettes, ma chérie, tu me les rendras. Je crois que ça me va mieux qu'à lui quand même, non ? Et puis ça fait pas le même effet sur moi. Ah non, j'ai un ami beaucoup plus de cheveux. J'ai un ami alcoolique qui avait 3 paires de lunettes en rouge, en blanc et en rosé. Les 2 verres à chaque fois. Moi j'en ai des. Et 2 verres en plus. J'en ai des bleus grossissantes pour essayer de voir quand l'équipe de France marque un but et je vois toujours rien. RTL, les grosses têtes de l'été. Les meilleurs moments des grosses têtes de Philippe Bouvard continuent jusqu'à 18h sur RTL. Cet après-midi, nous réécoutons le best-of de l'invité du 13 octobre dernier, Mylène de Mongeau. Plaignez-vous, Mylène de Mongeau, les actrices contraintes de tourner aujourd'hui des scènes érotiques assez osées ? C'est pas que je les plains, c'est que... je pense que si je devais débuter, moi, aujourd'hui, j'aurais beaucoup de mal parce qu'on leur demande d'être très, très libres avec leur corps, etc. Et nous, à l'époque, on n'était pas du tout comme ça. On était plutôt beaucoup plus timorés. Et quand on montrait un bout de décolleté ou un machin, c'était énorme. Et donc, je les vois aujourd'hui parce que ce qui me fait hurler de rire, c'est une des plus belles phrases que j'ai entendues de ma vie. Une actrice dont je ne citerai pas le nom, qui, dans un film qui avait fait couler beaucoup d'encre, pratiquait une fellation sur son camarade.
avait déclaré, mais ça n'est pas moi, c'est le personnage. Belle formule, mais c'est vrai que c'est un rôle. C'est la vérité. Elle était distancée. On peut quand même jouer des scènes d'amour sans être amoureux. C'est votre métier, ça. Oui, bien sûr. Et quand vous dites qu'à l'époque c'était énorme, pas pour tout le monde, Jane Birkin par exemple, quand elle montrait un sein, c'était pas énorme. Hein. Non, mais moi je me souviens de Bardot quand elle a débarqué au cinéma de Normandie dans Les Dieux créés à la femme avec sa petite robe en coton. Quand elle sortait de l'eau, c'était quand même, nous on était comme ça, on n'avait jamais vu ça. Les femmes étaient avec des corsets, avec des fossiles, avec des gaines, et tout d'un coup il y avait cette fille magnifique comme ça qui sortait de l'eau. C'était enchanteur. J'avais vu ça avec le fils Rouleau parce que c'était l'époque des sorcières de Salem. On avait été regarder ça l'après-midi, on est sortis fracassés. Je crois qu'on ne se souvient plus aujourd'hui de l'importance qu'a eu cette femme sur la libération de la beauté féminine, une femme qui était belle avec une robe en coton qui coûtait 3 francs. Tu te rends compte? C'est extraordinaire. Elle n'avait pas besoin de gaine, hein, ça tenait très bien. Quelle merveille. Moi j'ai eu le contraire l'autre jour, j'étais avec une dame, elle me dit qu'est-ce que tu fais? Je lui dis je fais Rocco Siffredi. Elle m'a dit t'es pas le personnage. Ah oui. Est-ce qu'il est délicat d'évoquer à l'écran la sexualité des personnes âgées comme vous vous apprêtez à le faire? Comment je m'apprête à le faire? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai vu qu'on allait vous donner un rôle dans un film, et vous l'avez déjà fait aussi, ça. Oui, ça c'était pas de la sexualité. Il n'y a pas de sexualité avec Piccoli dans Les Toits de Paris. Il y a du vrai amour. Il y a de l'amour et de la tendresse, et le reste. Je pense que pour un très très jeune qui a 15-16 ans, puisque c'est l'époque où on préfère le plus aller au cinéma, je pense pas qu'il ait du plaisir à aller regarder des personnes de 60 ans un peu défraîchies faire l'amour sur un matelas. Ils préféreront voir des gens de 20 ans. Mais je sais aujourd'hui que j'en entends parler tout le temps, la sexualité va très 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 tard dans la vie. Absolument. Simplement, on met un peu moins de lumière, peut-être qu'on met une ou deux bougies, et peut-être qu'on prend un peu de champagne avant, et peut-être qu'on se regarde un peu moins. Où c'est qu'on met les bougies? Vous avez des recettes, Mylène? S'il vous plaît. On les met où on peut, moi. Une bougie sur un déambulateur, c'est pas mal. Même nous à l'hospice on dit un verre luisant ça suffit largement. Seigneur. Non, mais il paraît que parfois c'est torride dans les hospices. Oui, il paraît. C'est horrible. Et c'est tant mieux, c'est bien. On leur donne des médicaments pour ça, non? Par contre, comme dans ces maisons, justement, on en parlait hier avec Isabelle, je dis, il faudrait apprendre aux infirmières à frapper avant d'entrer. Parce que souvent, elles rentrent brutalement et elles trouvent deux personnes en train de se donner de la joie, comme dirait Charles Trenet. On devrait frapper au Moi, je frappe toujours au bureau des infirmières avant d'entrer. Vous savez avec quoi je frappe, Mylène? Je vais vous montrer. De toute façon, ça sert à rien, ils sont sourds. Toujours taper. J'ai l'impression que l'Ogérias va faire un vieillard intenable. Ça va être très dur. Enfin libre. Enfin. Alors une histoire au bord du zinc, naturellement. Thème oblige, et celle-là est racontée par notre cher et regretté Carlos. Il y a un mec qui est au bar, là, il est un peu triste au bar, il m'a demandé qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Un double scotch, s'il vous plaît. Il boit son scotch et il sort une photo qu'il a dans sa poche, là, ici. Petite poche poitrine, il regarde la photo, il rentre la photo, il donne un autre scotch, s'il vous plaît. Et il boit son scotch, son deuxième, il regarde la photo, il la remet dans la poche. 5, 6, 7 fois comme ça. Au bout du 9e scotch, il dit bon, combien je dois, monsieur? Il dit vous avez eu 9 doubles scotch? Monsieur dit oui. Il dit je suis curieux, je suis barman, mais vous regardez une photo là à chaque fois entre chaque double whisky. Il dit oui. C'est une photo de ma femme. Quand je la trouve belle, je rentre. Vos grosses têtes continuent sur RTL avec les meilleurs moments de Mylène de Mongeau qui était l'invitée du 13 octobre dernier. Alors nous allons essayer maintenant de faire éclairer notre lanterne parce que à Rostov-sur-le-Don, c'est pas ici, mais aucune bourgade ne nous échappe. On vient de reproduire les plus grands tableaux du monde, Joconde en tête,
avec de la charcuterie. Bonjour, monsieur Denisard. Bonjour Philippe Bouvard. Alors, vous êtes à la fois charcutier, président de la chambre professionnelle, c'est pour ça que vous êtes une autorité et que je vous appelle. Vous êtes surpris par la proximité de l'art et du cochon ? Oh non, pas du tout. Ça fait bien longtemps que le métier de charcutier est assimilé à des artistes. Regardez le mot artisan charcutier, on a le mot artiste oui, dedans. c'est vrai. D'ailleurs, souvent, dans les vitrines, il y avait des têtes de cochon avec du persil dans les narines, ce qui était de véritables œuvres d'art. Hein. Oui, mais enfin, on a dépassé ça depuis très longtemps. Tu sais, les charcuteries, quand ils ouvrent le matin, on voit bien, c'est comme un théâtre. Hein. La charcutière a préparé donc la mise en scène avant d'ouvrir ses rideaux. Oh, c'est bien dit. Oui, elle est bien en chair en plus. Ah oui, mais elle était mannequin chez Olida en général. La charcutière fait de la mise en scène avant d'ouvrir la boutique. Oh là là. Ah oui. Mais oui, elle sort le boudin. Sauf que chez nous... Attends, si son mari veut bien, attends, on sort le bout. Alors, essayons de comprendre quelles sont les charcuteries qui sont utilisables dans cet art. Oh ben, toutes les charcuteries sont utilisables, hein, que ce soit les pâtés, les saucissons ou les jambons, hein, c'est très facile. Ça fait longtemps qu'on a fait déjà des tours Eiffel en charcuterie. C'est très beau. Pour Walt Disney, par exemple, on avait fait le château de la Belle au Bois dormant, l'Arc de Triomphe, lorsqu'on a mis l'Arc de Triomphe en bleu, blanc, rouge. Là, Quelle taille Pour le Walt Disney, c'était 3 mètres de haut. Hein. Quand même. Vous avez déjà reproduit tout un pâté de maison? Non, pas tout un pâté de maison, mais la tour EDF en pâté, oui, c'était Et la crèche avec le petit Jésus, vous l'avez jamais fait? Ah ben, ça serait possible. Hein. Et vous faites des portraits de femmes avec... Ah bah, il y avait un portrait de femme qui s'appelait « Elle est morte, Adèle ». Alors, il paraît, en tout cas, c'est comme ça qu'on procède à Rostov-sur-le-Don, qu'à l'issue de l'exposition, les visiteurs peuvent manger les tableaux. Oui, mais là, on n'inviterait que les journalistes, hein, parce que sinon, on n'aurait pas assez de marchandises pour fournir à tout le monde. Ils peuvent casser la croûte. Bien sûr. On peut se taper la Joconde. Alors, ça demande non seulement du matériel et du temps, mais un certain goût pour les arts plastiques, hein. Ah bah oui, il faut absolument innover et puis faire des recherches et même dans les recettes. Hein. Les recettes sont obligées d'être travaillées bien auparavant pour que ça tienne et que ce soit... Il faut faire coulisser l'andouillette pour qu'elle arrive jusqu'à la Joconde. Et avec la mode des objets érotiques, vous faites rien avec les saucissons? Non, on fait pas d'objets érotiques. Sonia Riquet, charcuterie présente. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme tableaux très connus qui sont reproduits avec de la charcuterie? Des tableaux très connus, j'en connais pas. Alors, je vous dis, à Rostov-sur-le-Don, il y a la Joconde, naturellement. Oui. Il y a les Éliantes de Tsereteli. Ah oui, c'est beau, c'est bien ça. Oui. Et puis, il y a l'acrobate à la boule de Picasso. Ah, ouais. Très joli, ça. Ah oui. Ils avaient fait, avec les produits de la mer, ils avaient fait l'acrobate à la moule. Ils avaient fait à Bouchot. Ils avaient fait une très belle exposition aussi. Voilà, en tout cas, c'est une bonne façon de parler de ces nourritures qui souffrent un peu des prescriptions diététiques parfois, hein? Oui, mais ça dépend où on les achète. Hein. Il est évident que si vous achetez de l'industriel, il y a des additifs dedans. Hein. Mais chez nous, on n'a pas besoin puisqu'on fabrique bientôt pour les 2 jours, 3 jours. C'est tout. Ouais, moi, j'ai un charcutier magnifique sur le marché de Boulogne, un des derniers. Où Jean-Pierre Coff, d'ailleurs, Jean-Pierre. Oui, tout le temps. Il vient tout le temps là. Ah, il est là, bonjour Jean-Pierre. Il vient tout le temps nous voir. C'est vrai en plus. C'est vrai. Merci, Monsieur le Président. Et puis à bientôt pour l'exposition. Le 13 octobre 2008, Mylène de Maujon était l'invitée des grosses têtes de Philippe Bouvard. Elle nous parlait de l'alcoolisme et de son livre « Le piège ». Question de Madame Cauchois. D'après le code pénal belge, quel genre de grivellerie ne peut être poursuivi? Le vol de frites. Oui, des trucs comme ça. Parce que c'est pas un vol, c'est un emprunt. Vol de frites. Oui, de moules, non. De grivellerie. Donc, dans un restaurant, par définition. Quand on ne paye pas sa chambre d'hôtel? Quand on passe en paye sa chambre Quand on d'hôtel? paye pas son restaurant. Non, mais on se rapproche. Son boisson, Son verre de bière. sa bière. Sa Oui, bière. quand on ne paye pas sa bière ou son alcool. Ah, c'est un alcool aussi. Parce que la loi belge, contrairement à la loi française, Interdit de dispose que le cafetier n'aurait pas dû servir quelqu'un. Avant de le faire payer. Voilà. Une bonne réponse de ma gueule. Eh bien, c'est une bonne réponse de sa gueule. Et sa gueule, c'est Balutin.
C'est amusant comme système. On invite une Oui, ça gueuse, voudrait on dire paye que pas c'est sa comme bière. pour les putes, il faut payer avant. Voilà. Elles ont Bon, raison. sur la table de nuit, mais la table de nuit dans le bistrot, on la trouve pas. hein, Elles donc, ont raison. Il y a le comptoir. Elles ont raison. Elles prennent les liquidités d'abord. Ouais, ouais. Donc on peut aller se bourrer la gueule gratuitement en Belgique. En On fait tous Belgique. les bistrots. Je savais pas, on moi. boit une bière, Oui. on s'en va. Voilà. Oh, bah dis donc, j'y Mais retourne qu'est-ce que je demain. suis moi. bête alors, dis donc. Je J'ai crois jamais que fait Péroni a demandé la nationalité belge. On parlera pas à Péroni de la visite de Mylène. hein. Non. Ça reste entre nous. Ça lui Faire fout de un la coup de peine. cafard terrible. Ça lui ferait trop de peine. Question de Madame Clément. Autrefois, qu'appelait-on une sommation respectueuse? C'était un huissier. Un dévalisait, mais poliment. Un huissier. Alors, Vous êtes foyer de- ça pouvait être fait par un huissier. Une demande en mariage. Alors, il s'agissait de mariage. Avec Le un divorce, contrat, le divorce. un contrat de mariage. Oui. Ah, j'ai pas tout à fait Une ça. dot. Une dot, oui, peut-être. Le divorce, on peut annoncer un divorce. Non, il s'agit d'une Du demande mariage. en mariage. Et elle était assortie d'une sommation respectueuse dans un certain cas. Et bien sûr, Avec une ça mineure. n'est plus de saison aujourd'hui. Avec une mineure. Avec une mineure. Ah oui. C'est-à-dire que si les parents refusaient, notamment, l'époux, enfin le futur époux, faisait une sommation respectueuse, Ah oui. ou même la fille ou le fils mineur pouvait le faire, disant aux parents à réfléchir. C'est pour leur forcer la main, en fait, un peu. Voilà, pour leur forcer la main. Oui. C'est une bonne réponse de Mabille. De Mabille. Ah, dites donc, Bernard Mabille, vous ouvrez, j'ai vu ça, vous ouvrez une J'ouvre quoi encore? Une boîte de conserve. non, une boîte de couture. Enfin, Une maison. Une maison de couture. Ah, vous parlez d'Alexis. Ah, c'est pas vous alors? Eh non, hélas. C'est quelqu'un de la famille? Pas du tout. Non? Mais il est très très coté, oui, il est très à la mode. Il est Alexis tricoté Mabille. même. Il est... Oui. On ne parle plus que des. Avant, les femmes allaient se déshabiller chez Bernard. Maintenant, elles vont s'habiller chez Alexis. Ah oui, oui. Oui. Alexis Mabille, c'est ça? Oui, oui. C'est un bon titre, ça. Très coté. Pour une maison de couture. Alexis Mabille. Alexis Mabille, hein, c'est pas C'est mal. magnifique. C'est formidable. Est-ce que les rôles de mère sont aussi gratifiants que ceux de jeune première? Ce qui est très gratifiant pour moi, c'est de ne plus avoir sur le dos la responsabilité du succès ou de l'échec d'un film. C'est très très agréable de passer dans ce qu'on appelle les deuxièmes rôles, les rôles en participation. Ben, j'en ferai peut-être de nouveau un artistique avec Iner Salem parce qu'il a envie d'écrire pour moi, mais enfin là je vais faire la mère de Michel Larocque dans Oscar et la Dame Rose, il a écrit pour moi. Là, j'ai fait la mère de Hélène de Fougerolles dans un film qui va sortir en janvier. Ah, mais vous avez des filles qui sont plutôt. sont bien. Ah oui, j'ai des filles épatantes. Oui, j'ai des filles vachement bien. bien. Mais c'est très agréable parce que je n'ai plus peur. Camping, ça fait 5 500 000 entrées. Mais, donc moi, je suis allée dans le camping en me disant, bon, je fais la femme de... Ça modifie vos rapports. Oui, parce qu'à Porquerolles, les gens, ils disent... Madame Pic, où est Madame Pic? Mais dans Camping, vous ne faisiez pas la mère, vous faisiez la tante, non? Non, j'ai pas fait la tante. Non, j'ai pas fait la tante. Écoutez, vous allez être au piquet. Oui. Enfin, il paraît qu'on va remettre le couvert. Il paraît que ça va se tourner l'année prochaine. Ah, Camping 2? Oui, il paraît. Je sais pas encore. Enfin, moi, j'ai appris ça par les journaux et par mon agent. Et bon, attendons le script, n'est-ce pas? On fait là, on dit, on va voir. Mais Madame Pic et Monsieur Pic reviennent sur le tapis. Ah oui, oui. Oh, sans Oui, bien. sans. Et vos grosses têtes de l'été continuent jusqu'à 18h sur RTL. La honte de l'invité d'honneur. Quand j'étais jeune, petite débutante au cinéma, j'avais eu la chance d'avoir été engagée pour jouer dans un film qui s'appelait Les Enfants de l'amour de Léonide Mogui, qui était un sombre drame sur les filles mères, parce qu'à l'époque ça a été terrible les filles mères. Et mon premier jour de tournage arrive, j'avais même pas de scénario ni rien, j'étais engagée, je prends mon autobus, j'habitais à la Muette, il fallait que j'aille jusqu'au studio Saint-Maurice, j'arrive au studio Saint-Maurice, le mec il veut pas me laisser entrer, je devais avoir 16 ans à ce moment-là. Et puis finalement je dis mais non, je viens tourner aujourd'hui, c'est mon premier jour de tournage, c'est la première fois que je tourne de ma vie. Alors on finit par appeler l'assistant qui vient me chercher. On m'emmène au maquillage, on me met une grosse croûte sur la figure, on me met un énorme faux ventre avec des grandes culottes blanches, on me dit allez vas-y c'est à toi. On me prend par la main, on me mène sur le plateau de tournage et là je vois que c'était une salle chirurgicale et Léonide Mogui qui me dit bah voilà aujourd'hui dans la scène tu accouches. J'ai dit bah et comment tu accouches voilà. Alors on me prend.
on me met sur cette table, on me met les pieds dans l'étrier, on m'écarte les jambes. Moi, vierge, affolée, dis comment on fait? Comment je vais faire pour accoucher? Je sais même pas ce que c'est. Ah. Et il y a Jean-Claude Pascal qui arrive, qui était le jeune premier de l'époque, qui avait des cils comme ça interminables et qui n'aimait pas les femmes. Et il me regarde avec un dégoût. Je n'ai jamais eu autant honte de ma vie. Je dis alors, bon, ma vieille, qu'est-ce que tu fais? Bah, je crie. Voilà, il paraît que ça fait très mal. Alors j'ai crié, j'ai crié comme une dingue. Et je suis rentrée chez moi en larmes. Je dis, maman, je ne veux plus faire de cinéma, c'est horrible comme métier. C'est affreux ce truc-là. C'était ma honte. J'ai jamais eu honte comme ça. Qui a dit si les hommes devaient accoucher, aucun ne dépasserait jamais le premier enfant. C'est une femme. Alors c'est une femme disparue aujourd'hui. François Giroud. Non, pas de chez nous, et qui avait eu 2 grands garçons dont on parle encore souvent. Les Deux grands garçons. Madame Goncourt. Des jumeaux, Non, pas des jumeaux. Madame Kennedy. Non. Elisabeth II. C'est une américaine. Une actrice. Non. Alors, pas une actrice, mais on l'a beaucoup vue en photo, au cinéma et partout. Une américaine. Avec ses Non, non. Deux grands enfants. Une anglaise, une française. Une anglaise. Une anglaise. Une reine. Non, elle n'a pas eu le temps. Une princesse. Oui. Lady Di. C'était Lady Di. Bonne réponse de Mylène de Mongeau et d'Éric Logérias. Bernard. De Bernard. C'est Bernard, nous on a enchaîné. Ah, c'est Oh non, Bernard. Bernard, Eh c'est ben, à vous. Bernard. Faut rendre à Bernard ce qui est à Bernard. Rendre à Bernard ce qui était à Alexis. Je vais me tourner maintenant vers Philippe Chevalier pour lui demander de raconter la bonne histoire envoyée par Madame Delattre de Riedisheim. Alors, la scène se passe au tribunal. Vous aviez trop bu, dit le juge. Alors il faut que je vous dise quelque chose. C'est l'alcool qui vous a enflammé. C'est l'alcool qui vous a fait haïr votre belle-mère. C'est l'alcool qui vous a fait acheter le revolver pour la descendre. C'est l'alcool qui vous a fait aller dans sa maison, pointer le revolver et appuyer sur la gâchette et tirer. Et notez-le bien, c'est à cause de l'alcool que vous l'avez manqué. Jusqu'à 18h, ce sont les meilleurs moments des grosses têtes de Philippe Bouvard qui recevait la comédienne Bernadette Lafont le 11 février dernier. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. Pour la première fois de sa vie, Bernadette Lafont part à la recherche du temps perdu sur une scène parisienne. Entendez par là qu'elle lit des pages de Marcel Proust en interprétant avec virtuosité les principaux personnages de son roman. Bien dans sa peau, sans avoir recouru à la chirurgie esthétique, l'ancienne fiancée du pirate n'a pas manqué d'admirateurs. Parmi eux, elle cite Michel Galabru, dont elle a longtemps constitué le principal fantasme. Elle évoque également son horreur des baisers devant la caméra depuis que l'un des plus grands séducteurs du cinéma français lui avait glissé dans la bouche une langue de la taille d'une escalope de veau. En revanche, elle ne cache pas qu'elle pleure facilement sur commande lorsque le rôle l'exige et quand le chèque est coquet. Asseyez-vous, Bernadette Lafont, et considérez-vous, mais vous verrez, c'est pas méchant, comme placé pendant quelques instants en garde à oui. Pensez-vous que Proust, lu en scène, est plus accessible que Proust lu à la maison? Ah oui, absolument. Oui. Moi, ça m'était tombé des mains quand j'étais en classe, ces longues phrases, parce que je l'avais déjà joué un peu à l'atelier il y a 2 ans. Et quand on me l'avait proposé, j'avais dit, je sais pas si je vais pouvoir ne pas m'endormir pendant que je lis. Et en fait, non, c'est drôle. Hein. Oui, très drôle. Et puis, c'est un témoignage sur son époque. Et puis, on se rend compte d'ailleurs à vous entendre et à lire ou à relire ces textes que Proust n'était pas seulement un peintre de la haute société. Hein. Ah oui, il faisait toutes les couches de la société. Son enfance a compté
Combray, c'était un peu paysanne, comme ça, avec un petit village, avec le petit milieu qui est en province. Très attentif au personnel domestique. Hein. Oui, il intervient beaucoup. Hein. Il faut lire le livre qu'a écrit Céleste Albaret sur ses la fameuse cuisinière de Proust. Oui, sa femme de chambre qui s'occupait de tout pour lui. Oui. C'est magnifique ce livre. Elle a parlé 50 ans après sa mort. Hein. Oui. Elle n'a pas voulu parler avant. Et puis elle a parlé parce qu'elle trouvait qu'on disait trop de trucs pas vrais. Non, c'est très beau le livre. Quelle différence y a-t-il entre une lecture et une représentation ordinaire ? Déjà, en lecture, on est privé de son corps, hein, puisqu'on est derrière, on est assis comme nous, là. Oui. Donc, il n'y a pas de décor ? Non, il n'y a pas de décor. Il n'y a pas de costume ? Non. Oui. Non. Il faut vraiment avoir un texte qui tienne le coup, qui soit très inspirant. C'est pas une solution d'économie et de facilité de remplacer une représentation par une lecture ? Je pense que ça joue quand même beaucoup, puisque les temps sont durs. Mais ça fait déjà quelques années que ça marche bien, ça. Parce que comme les gens lisent plus beaucoup, et qu'ils ont l'habitude de la télé ou de la radio, d'entendre des voix, donc ils découvrent... Oui, mais enfin, vous pourriez aussi aller chez les gens et vous mettre au coin du feu pendant que... si on m'invite, pourquoi pas. Faire des représentations à domicile. Que signifie... ça se fait d'ailleurs, je crois. Ça se fait. Oui. Que signifie une lecture sans interprétation excessive ? C'est, paraît-il, la consigne donnée, alors je dirais pas par des metteurs en scène, si, il y a quand même un metteur en scène. Oui, mais enfin, de toute manière, il n'y a pas que dans les lectures, c'est un peu la mode d'être très très minimaliste au théâtre. Hein. À la limite, on entend plus ce que disent les gens, ça marmonne beaucoup, et ça fait des jeux qui sont complètement essorés. Oui, et il n'y a plus de jeu de physionomie, il n'y a plus rien. Non, ce que Galabru appelle les acteurs plombiers, j'adore cette expression. Comment différencier seulement par la voix des personnages différents, comme vous le faites tous les soirs ? Ça, c'est le b.a.-ba, non Oui, sauf que généralement... À moins qu'on joue toujours soi-même ou la même chose. Oui, une actrice joue généralement un rôle et un seul. Là, il y en a plusieurs. Au cinéma, les actrices jouent elles-mêmes, beaucoup, et ont du mal à sortir de leur personnage. Mais combien avez-vous de personnages féminins, là ? J'ai donc Céleste, pas Céleste, parce que là c'est Françoise. Oui, c'est Françoise la première domestique de la famille. Oui, qui était chez ses grands-parents à Combray, quand il était petit. Et puis Madame Verdurin, donc c'est le salon bourgeois, on peut dire. Et puis Oriane, la duchesse de Guermantes, qui est alors la troisième couche de l'aristocratie. 3 personnages très différents. Plus un peu quand même la tante Léonie qui parle. Il y a la tante Léonie aussi le mari d'Oriane, Bazin. Vous faites l'homme en plus. Mais oui, je fais très bien l'homme, figurez-vous. Alors naturellement, il faut changer un peu la voix à chaque fois, modifier les inflexions. Oui, il faut moduler, quoi. Oui. Et vous avez autour de vous des comédiens ? Ah oui. Je crois que le trio, il est très bien choisi. Il y a Robin Renucci. Très bon comédien. Magnifique, qui est lui, justement, le Proust enfant, qui peut pas s'endormir sans le baiser de sa maman. Et puis aussi, après, toute l'histoire avec la Madeleine, la tasse de thé, qui sont un peu les clés de l'œuvre. Hein. Donc ça, c'est la partition de Robin. On dit partition, comme on parlerait si on était des musiciens. Et puis il y a Xavier Gallet, qui est merveilleux, et qui fait... les cris de Paris, vous savez, quand il fait tous les marchands, les huîtres, les salles, enfin le marché. Les petits métiers. Oui, les petits métiers, les cris de Paris. Quelle est votre Madeleine de Proust, personnellement ? C'est pas du goût, ce serait plutôt du son, ce serait plutôt de la musique. Ah, mais la Madeleine de Proust était olfactive, c'était l'odeur. C'était le goût dans la bouche que lui donnait sa tante. Vous, ça passe par l'oreille. Plutôt, oui. Et c'est quoi ? Par exemple, la danse du sabre de Khachaturian. Ah bah oui, la danse du sabre qu'avait exécutée Monica Lewinsky quand elle travaillait à la Maison Blanche. Voilà, et que moi j'exécutais beaucoup plus tôt qu'elle, j'avais 10 ans et demi. Les grosses têtes de l'été continuent jusqu'à 18h sur RTL. Philippe Bouvard et ses sociétaires recevaient le 11 février dernier Bernadette Lafont, qui nous parle de sa lecture très originale du roman de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, et aussi de ses petites madeleines à elle. Sur le plateau, il y avait aussi Amanda Lear, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Robert Castel et Jean-Pierre Coff. Qu'est-ce qu'a lu Proust ?
Un peu. Alors, Robert Castel, oui, mais dont l'érudition est aussi importante que méconnue. Ah non, je le dis modestement. Oui, j'ai lu Contre Sainte-Beuve. Oui. J'ai lu À la recherche du temps perdu. Les jeunes filles en fleurs. Les jeunes filles en fleurs. Et je crois que vous avez joué dans Proust, ma chère. Oui, Proust, ma chère. Celle-là. Il fallait pas l'éviter. Les gens de Santeuil. Et vous, Amanda? Ben moi, je faisais la lecture à haute voix à Dali pendant qu'il peignait. Ah oui. Et alors, il m'obligeait à lire. Bon, mais c'était intéressant. Donc, je lisais. Mais Jeune qu'est-ce fille que en vous fleurs, lisiez? Proust. Ben, justement, Proust, La recherche du temps perdu, Huysmans, enfin, tout ce qu'il y avait dans sa bibliothèque, quoi. Retiens-moi le rouleau. Rince-moi le pinceau. Et vous, Jean-Pierre Coff? Moi, ça me tombe des mains. J'essaie, je n'y arrive pas, ça m'amuse pas, ça ne m'intéresse pas, ça me tombe des mains, je peux pas lire ça. J'ai déjà essayé de dire ça en public, ça m'est arrivé, j'en ai même enregistré, mais je n'arrive pas. Proust. Oui, et je n'arrive pas à lire l'œuvre entière, ça m'ennuie. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas la belle de Cadix, hein. Non, c'est sûr. Mais bon, c'est un peu dur. Ah oui, ça serait bien. Ouais, c'est un peu dur. Marcel Proust avec musique de Francis Lopez. Mais contre Sainte-Beuve, c'est intéressant, Philippe. Je vous le conseille. Oui, mais faut pas seulement nous le conseiller, il faut nous l'offrir. Je ne vais pas jusque-là. Oui, ça dépend. Et vous, Bernard Mabille? Très peu, mais je connais bien la place de la Madeleine. C'est sa tasse de thé. Péroni est cultivé, nous le savons. J'ai pas tout lu, ça me tombe. Je suis un peu comme Jean-Pierre, ça me tombe assez vite. Je lis ça par période, vous voyez, c'est pas... Oui, mais t'as des passages que tout le monde connaît, le petit pan de mur jaune. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. C'est pas moi, ça, du Mais non, mais il y a Céline qui avait fait une critique. Céline avait dit, à propos de la recherche... Non, à propos de la recherche, il avait dit 600 pages pour savoir si Totor en culture, c'est un peu long. C'est méchant, ça. C'est un raccourci. Oui, non, mais c'est vrai que cette critique est bien rigolote. Alors, c'est vrai que c'est une façon d'écrire qui a un peu disparu aujourd'hui, où on fait des phrases courtes, sans relatif, sans qualificatif, un peu desséchées. C'est vrai aussi que, bon, c'est très loin de la BD parce qu'on analyse la psychologie des personnages. On l'a fait. Et aussi parce que là, il y a un souci du détail qui laisse méduser. Hein. C'est ça qui est un peu embêtant quand il est très détaillé. Mais est-ce que c'est pas le charme de l'œuvre, hein? C'est vrai. C'est très difficile à lire. Hein. Alors, vous avez là un joli extrait. Hein? Avec Françoise. Oui. Donc, la domestique des grands-parents. Court, hein. C'est surtout la tante Léonie, là, quand même, qui parle. Hein. Alors, si c'est la tante Léonie, vous savez. Elle parle à Françoise. Ah bon? Françoise, vous seriez venue 5 minutes plus tôt, vous auriez vu passer Monsieur Humbert, qui tenait des asperges 2 fois grosses, comme celles de la mère Callot. Tâchez donc de savoir par sa bonne où elle les a eues. Vous qui, cette année, nous mettez des asperges à toutes les sauces, vous auriez pu en prendre de pareilles pour nos voyageurs. Et... il n'y aurait rien d'étonnant qu'elles viennent de chez Monsieur le curé, disait Françoise. Ah, je vous crois bien, ma pauvre Françoise, répondait ma tante en haussant les épaules. Chez Monsieur le curé. Vous savez bien qu'il ne fait pousser que de méchantes petites asperges de rien. Je vous dis que celle-là était grosse comme le bras. Pas comme le vôtre, bien sûr, mais comme mon pauvre bras qui est encore tant maigri cette année. Voilà, c'était un passage intitulé « La tante Léonie va aux asperges ». Enfin bon, j'essaie de résumer. Françoise va aux asperges pour la tante Léonie. Pas de repos pour les grosses têtes sur RTL. Philippe Bouvard et ses sociétaires sont là pour vous accompagner tout l'été jusqu'à 18h. Et aujourd'hui, nous réécoutons les meilleurs moments de Bernadette Lafont. C'était le 11 février dernier. Qui a dit en amour, il est plus facile de renoncer à un sentiment que de perdre une habitude. Proust? Eh bien oui, c'est Proust. Mais il connaît tout, hein. Bonne réponse de Robert Castalou. C'est un coup de chance, J'allais dire Kawito, mais j'ai... Et la deuxième citation envoyée par Madame Borin qui a dit « Pour faire un mauvais musicien, il faut au moins 5 ans d'études. » Proust. Tandis que pour faire un mauvais comédien, il faut à peine 10 minutes. Sacha Guitry? Non. C'est un français peu plus récent, c'est français, mais c'est mort. Et c'est un comédien. C'est mort. Et c'est un comédien. Et c'est un comédien. Des proches? Un grand comédien. Un grand comédien. Théâtre ou cinéma? Les deux. Enfin, plutôt cinéma. Plutôt Gabin? Non. Non.
Ah bah ça peut être Gabin. Non, mais disparu plus jeune que Gabin, voilà. Ah, plus jeune que Pierre Gabin. Brasseur. Non. James Dean. Non, de chez nous. Français, de chez nous. Alors Gérard que Philippe. James Dean est du Cantal pour lui. Gérard Philippe. Ah non, récemment Rémi, non? Non, il est pas mort. Comédien comique ou tragique? Alors, comédien étiqueté longtemps comique jusqu'à ce qu'on lui donne des rôles tragiques. Bourvil, oui. Non. Fernandel. Coluche. Ah, Coluche. Bonne réponse de Péronique. Coluche. Voilà. Alors, il y a une profusion de détails et de personnages secondaires, pour ne pas dire épisodiques, qui ne nous apprend pas grand-chose, mais ça fait partie de la petite musique. 2100 personnages. Oui. En tout, 2100. Plus que dans la comédie humaine Plus de que dans la Balzac. comédie humaine de Balzac. Oui. 2100. Ah, dis donc. Et ça fait du boulot pour les comédiens. Est-ce que les personnages décrits par Proust ont disparu de notre société moderne? Je trouve pas. Je trouve que les codes sociaux ont changé, mais les petits villages, c'est encore comme ça, où on regarde tout qui est passé, on comprend pas, on ne connaît pas quelqu'un, il faut savoir qui c'est les codes qui ont changé. Et puis le snobisme a changé de code aussi, mais il est toujours là. Alors c'est ça qui est grand d'ailleurs. C'est la société provinciale et parfois modeste, ce qui n'est pas un reproche, mais il y a la haute société. Vous avez une expérience des dîners en ville, de la vie de château? Oui, pas de ce moment-là, d'ailleurs, évidemment. Mais non, moi, je n'ai pas voulu dire ça, non. mais vous êtes désagréable. C'est limite mieux. J'adorerais avoir même plus que ça, encore avoir connu la vie sous les empereurs romains, j'aurais adoré. Mais oui, je pense, c'est ça, c'est la même chose, mais pas avec les mêmes codes. La duchesse de Guermantes, il y en a encore, elle s'appelle autrement, mais il y en a encore. Rothschild. Non, mais Marie-Hélène est morte. Non. Il paraît que Jacques Lang... C'est la duchesse de Guermantes, tu as tout à fait raison. Il paraît que Jacques Lang organise des repas, ou organisait des repas, avec des serviteurs en valet de pied. À la Louis XV et Louis XVI. Mais Giscard aussi faisait ça, attention. Que de pied. Oui, mais pourquoi pas? S'il a des moyens, oui. Il a les moyens. Il avait. C'était les nôtres. Ouais. Mais enfin, je ne crois pas que ce soit le service qui fasse la situation. C'est pas parce que vous avez un valet-pied qui fait le service que vous allez vous retrouver un aristocrate. Vous allez plutôt avoir l'air d'un nouveau riche, je pense. C'est surtout les nouveaux riches qui ont ça. Oui, c'est vrai. Les anciens, ils n'ont pas besoin de valet. Je pense que si, mais c'est fini. Guy et Marie-Hélène de Rothschild sont décédés, donc je pense que c'était là où il y avait les dernières fêtes vraiment prestigieuses, non? Et puis alors, dites donc, quel menu on servait à l'époque, Ah oui. C'était un bon vivant, Proust? Pas du tout, il mangeait rien. Il mangeait rien. Un croissant et du café au lait. Et une madeleine? Il était tubard. Céleste, elle n'avait pas beaucoup de boulot. Il n'était pas tubard, il était asthmatique. Si, il était 24 heures sur 24, parce qu'en plus, c'était complètement à l'envers, il ne vivait que la nuit. Que la nuit. Mais il sortait pas de sa chambre, finalement, il sortait peu pour aller regarder les ce qui lui premières manquait années, dans son livre. Quand il rentrait, il disait, alors, monsieur, vous avez bien butiné. Rapportez du miel pour vos... Oui. Oui, les premières années, bien sûr. Les premières années, il était très mondain. Il faisait des chroniques littéraires. Il écrivait, il faisait des pastiches. Il a fait beaucoup de pastiches de Balzac, de Fénelon, beaucoup de pastiches. Et il allait dans les salles. C'est comme ça qu'il a eu... puis-je évoquer ses mœurs homosexuelles? Et il a connu comme ça beaucoup de... Robert de Montesquieu était le modèle Montesquieu, Reynaldo Hahn. Et après, son chauffeur secrétaire, Agostinelli. Quand il est mort, il a eu... il connaît toute la famille. Oui. Mais tu sais pourquoi il était asthmatique? Non, parce qu'il était allergique aux poils de chatte. Oh, monsieur Perron. Oh, ben c'est la littérature, attendez. Non, c'est de la médecine. Jusqu'à 18h, ce sont les meilleurs moments des grosses têtes de Philippe Bouvard. Je me suis penché sur votre biographie publicitaire, Bernadette Lafont. C'est toujours instructif de voir. Oh, dites, je vous revoyais hier soir, Monsieur Coff, dans les raviolis. Oui, c'est un court-métrage. Et quand vous dites, si vous n'êtes pas content, je vous rembourse. Est-ce que vous en avez déjà remboursé vraiment des raviolis? Mais non, les gens sont enchantés. Ils sont très bons.
Mais non, ils sont très très bons. Moi j'ai goûté. Ils sont très bons. Ils sont très. Ah, c'est oui. les meilleurs. Vraiment, c'est des pâtes fraîches. C'est Ce sont les Buitoni, c'est ça? Malheureux. Malheureux. Bandit, traître. Non, c'est Rana. Oui, C'est magnifique, monsieur Rana est un. Mais si vous aviez à rembourser hypothèse de travail. Oui, c'est une hypothèse de travail qu'il n'est pas question d'envisager. C'est avec votre argent ou celui du monsieur qui à côté fabrique de vous? les potes. Ah bah oui. Moi, je dis qu'on peut les rembourser, mais si une personne ne demande le remboursement, on ne le rembourse pas. Pourquoi vous voulez ça? C'est comme si vous disiez la mission n'est pas bonne, on la rembourse. À qui, comment, pourquoi? J'arrive même plus à voir ma bouteille d'eau, ça va mal. Voilà, ça y est. Dites donc, ça doit bien se vendre avec la Saint-Valentin, non? Les raviolis. Quel rapport? Ravioli. Ah oui. Non, ça peut être un double tranchant parce que pour ce soir j'ai mes raviolis. Vous n'avez pas honte de vous moquer de la nourriture? Vous avez fait plusieurs publicités, il y en a certaines d'ailleurs dont je me souviens. Est-ce qu'il est plus gratifiant d'incarner une vendeuse de lunettes de WC que de faire de la pub pour une colle de dentier? Vous avez fait les deux, hein? Non, j'ai fait, oui, pour Polydent, j'ai fait ça de la publicité, mais ce dont vous parlez, l'histoire de la lunette de WC, c'est un téléfilm qui passe le 16. Ah, c'est pas de la pub. Oui, non, c'est pas de la pub. Vous vendez des lunettes de WC? Dans ce téléfilm qui n'est pas encore sorti. Chez Afflelou? Non. Non. C'est un téléfilm, c'est une dame qui a une affaire de lunettes de WC et de balai de chiottes, oui, c'est ça. C'est bien tout intéressant. Ça s'appelle Jacob Ma sœur et moi. Delafont. Ça passe, oui. La dernière Jacob fois que je suis allé à l'opéra, il y avait un balai de chiottes. Et comment elle s'appelle? Ce téléfilm? Non, la dame. Tinette, non? Non, Tinette, c'est mignon, Tinette Turner. Non, c'est. Elle s'appelle Marie-Hélène. Ah, c'est un peu chic pour les lunettes des chiottes. Il y a eu une publicité où on voyait un couple qui regardait l'avenir à travers la lunette des WC. Ah bon? Vous vous souvenez pas? Qui lisait dans la lunette. Ah, c'est pas mal. Non, Ils lisaient l'avenir dans la cuvette. Mais oui, ils étaient contents. Mais vous savez que l'amour, c'est de regarder dans la même direction. Donc, ils regardaient dans la cuvette, et comme la cuvette était très propre, ils repartaient après la main dans la main, heureux. Moi, ça m'avait beaucoup plu. Ah oui, c'est touchant. C'est drôle, ça. Et les scènes de baiser? Non, vraiment pas. J'ai été traumatisée au tout début, quand on était avec Chabrol, il y a très très longtemps de ça, j'avais à peine 20 ans, il y avait Brialy qui était aussi très, très jeune là, et Brialy qui était un amour vraiment que c'est terrible qu'il soit plus là parce qu'il manque tous les jours, mais il était un jeune premier magnifique et il jouait les jeunes premiers, mais il était quand même pas vraiment sur les femmes. Et alors pour donner comment on peut dire, la véracité, il roulait des énormes pelles et on se retrouvait avec une énorme langue dans la bouche et c'était l'horreur pour moi, c'était l'horreur. C'était un type charmant, mais non, mais parce que c'était pas, si tu, je sais pas, c'était pas la langue que vous vouliez. Une escalope, oui, voilà, une escalope de veau qui t'arrive. Voilà. Excusez-moi, mais c'était terrible. Il avait une langue si longue. J'osais pas lui dire, oui, une énorme langue. En tout cas, ça me prenait des proportions. Ici, lorsqu'il était... Ça m'a traumatisé complètement, ça. Lorsqu'il était des nôtres, et nous pensons souvent avec émotion et amitié à lui, Jean-Claude Brialy nous avait raconté comment il avait échangé à l'écran des baisers, non pas avec une actrice, mais avec un acteur. J'en ai eu deux comme ça. Qui? Ah non. C'est pas drôle si tu dis pas les noms. Marcello Mastroianni, dans le film de Scola, dans la nuit de Varennes, tout d'un coup, Scola dit à Marcello et à moi, écoute, ça serait bien on a traité toutes les formes d'amour, sauf l'homosexualité, ce serait beau qu'à un moment, tu aies envie d'embrasser le coiffeur que je jouais, Jacob. Il m'attrape et il me roule une pelle, mais alors comme jamais. Avec une langue qui s'enfonce. J'étais terrorisé et ce qu'on me dit, c'est pas assez long. Alors nous avons refait le baiser et il m'a dit t'embrasses mieux que Piccoli. Et jusqu'à 18h, nous sommes en compagnie de Bernadette Lafont, l'invitée d'honneur de Philippe Bouvard et de ses grosses têtes. J'ai nommé Amanda Lear, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Robert Castel et Jean-Pierre Coff. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce qu'on a appelé la nouvelle vague? On va compter les morts, non?
Bon, ils sont pas tous morts quand même. Ah, regardez Claude Chabrol. Ah, Chabrol. Oui. En pleine forme, oui, Pleine forme. absolument. Le loup. C'était pas la nouvelle vague. Non. Godard qui vit encore. Godard, oui. Si, mais c'est un cinéma de laboratoire. Si, il tourne encore, il va faire un film là. Ah bon. Mais c'est vraiment, il est dans la recherche beaucoup. Et il n'a toujours pas trouvé d'ailleurs. C'est finaux, ça. Nous avons eu comme invité d'honneur Claude Chabrol, ce qui fait que je vais pouvoir vous le faire entendre dans une variation sur la difficulté lorsqu'on est réalisateur d'avoir une épouse actrice. Ma femme précédente était comédienne et charmante par ailleurs et très drôle aussi. Et elle faisait un peu moins bien la cuisine, mais encore c'était pas mal non plus. Alors le problème était le suivant. On travaillait ensemble, je l'avais devant moi, je regardais dans la caméra, je la voyais, je lui disais tu fais ci, tu fais ça, très bien, elle le faisait très bien, bravo ma chérie, épatant. On rentrait le soir, je m'asseyais à table, qu'est-ce que je voyais devant moi ? La même personne. Je vous jure, ça fait un drôle d'effet. Imaginez, bon, vous travaillez à la poste par exemple, vous avez votre voisin de guichet comme ça, ou face à face, hein, vous arrivez le soir chez vous, pauvre, ça devient effrayant. Alors, tandis que quand votre femme est script, elle est à côté de vous. Alors, quand vous voulez la regarder, vous tournez vers elle. Quand vous ne voulez pas la regarder, vous regardez l'actrice qui est en face. Et le soir, vous pouvez être en face d'elle en disant « Mon Dieu, quand je pense que j'ai eu cette femme magnifique à côté de moi pendant toute une journée et que je ne l'ai regardée que 2 ou 3 minutes. » Je dirais que ça l'excite. C'était un grand séducteur, Claude Chabrol. Et il n'avait pas essayé de vous harceler sexuellement parlant? Non. Pas du tout. C'était quand même l'époque où pour décrocher un rôle, il fallait parfois s'allonger un peu. Allez, quand j'ai tourné avec lui au début, j'étais mariée avec Gérard Blin, qui était un vrai cerbère. Hein. Oui. Il ne fallait pas s'approcher. Mais autrement, il vous est arrivé qu'on vous fasse comprendre que si vous étiez très gentil, vous auriez le rôle et qu'autrement, ça serait plus difficile? Je me souviens qu'il y avait un producteur à l'époque qui s'appelait Robert Denel. Et c'était vraiment il y a très longtemps. Et c'était un film qui s'appelait Bal de nuit, qui a été fait par Maurice Cloche, produit par Robert Denel. Et alors, Robert Denel, il y avait Sophie Daumier, on était très copines avec Sophie à l'époque. Et on va donc, pour faire des petits rôles là-dedans, chez Robert Denel. Et à l'époque, la mode, c'était les cardigans. Vous savez, les filles mettaient des cardigans, c'est-à-dire des petits gilets boutonnés, au lieu de mettre sur le pull, sur la peau. Et on vient, comme ça, toutes les deux, dans le bureau de Robert Denel, et il dit « Oh, vous avez ces petits cardigans, c'est très joli. Mais alors, vous allez passer à côté, vous allez quitter votre soutien-gorge, et vous allez revenir pour que je vois vos seins. Qu'est-ce que ça fait sans le soutien-gorge ?» Ça, c'était quand même une chose bizarre aussi. Hein. Oui. Et il y avait une comédienne qui portait, alors elle, pas de soutien-gorge sous son petit cardigan, et qui faisait toujours... Au moment où on disait moteur, pour faire comme ça. Ce que font les stripteaseuses avant d'entrer en scène. Voilà, pour faire, comment on dit, pointer les tétons. Et faire la bouche. Maintenant, on a des glosses. Avant, c'est la salive, les glosses. Ah oui, elle se mettait en valeur. Oui. Ça existait complètement, oui. Mais non, Claude, il n'est pas du tout comme ça. Pas du tout. Non. C'est pas un vicieux. Non. Mais il y en a beaucoup dans le cinéma. Hein. Oui, il y en a beaucoup. Mais il y a surtout des gens qui sont très violents. Malheureusement, ils sont morts. Et ils sont avec le marquis de Sade maintenant. Ben oui. Comme tous les après-midi, les grosses têtes de Philippe Bouvard sont là pour les meilleurs moments de la saison. Aujourd'hui, c'est Bernadette Lafont, l'invitée d'honneur du 11 février, qui nous parle de son interprétation à elle du roman de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu. Est-ce que Bernadette Lafont, vous avez fait fortune en tournant avec Jean-Pierre Mocky? Oh non. Non. On allait chez Tati pour les vêtements et même il marchandait chez Tati. On lui disait, mais enfin quand même, vous êtes chez Tati. Et en sortant, il y avait, vous savez, ces espèces de paniers où il y a des foulards, des trucs comme ça, pas chers et tout. Il en piquait un. Il me dit, prenez-en un. Voilà, je vous offre ce foulard, Madame Lafont.
insensé. Oui, et vous tourniez en décor naturel souvent, hein? Oui. Mais ça, depuis la nouvelle vague, on tourne beaucoup en décor naturel. Et les cachets étaient plutôt petits, hein? Oui, mais on peut pas résister à Moki parce qu'on peut faire n'importe quoi, on peut te faire. Écoutez, les acteurs ont il été vous là-dedans. écoute en ce moment. Ah oui. Il est au bout du fil. Bonjour Jean-Pierre Mocky. Bonjour, vous direz à Bernadette que les foulards, j'en ai encore là, que j'ai rattrapé. Le chiffonnier d'Emmaüs. Ah oui, Jean-Pierre, je suis avec les chiffonniers, j'aime beaucoup les petits chiffonniers, ils sont formidables. J'avais projeté de vous appeler parce que un article paru dans Ouest France m'a tiré l'œil. Il y a un cinéaste que vous connaissez peut-être, Philippe Liorret. Bien sûr que je le connais. Qui se plaint parce que dans certaines salles, les exploitants ne respectent pas la vitesse de 24 images par seconde et passent à 25 pour gagner quelques minutes. Oui, pour faire de la pub après, bien sûr. Mais écoutez, ça existe. C'est un bébé, Liorret, parce que moi, j'ai maintenant 77 ans et cette affaire-là existe depuis 50 ans. Depuis 50 ans, les exploitants massacrent les films, mais encore, c'est rien de dépasser à 25 images. C'est pire encore vous êtes vous-même exploitant, hein? Mais le petit exploitant, tout petit. Oui. Tout petit. Mais je vous annonce que je fais un théâtre Bouvard, au Bradley, dans mon cinéma. C'est bien, ça. C'est bien. Comme vous en aviez un. Non, alors donc, si on accélère le rythme, on change le son, mais le spectateur s'en aperçoit pas tellement, hein? Pas du tout. Mais le spectateur ne connaît pas la technique. Vous savez, 24-25 images, ça augmente un tout petit peu, mais ça change pas grand-chose, hein. Si le film est mauvais, il reste mauvais à 25 ou à 24. Oui, mais enfin, s'il est mauvais et qu'il dure moins longtemps, c'est toujours cette mieux pour le spectateur. Ça lui fait gagner une minute sur un film d'1h30 à peu près. C'est pas beaucoup, hein. Alors, moi, je trouve qu'il a raison de protester, mais il ne gagnera jamais parce que ça fait 50 ans qu'on se bat. Monsieur Stanley Kubrick s'est battu, mais vraiment battu pour son Barry Lyndon. Il venait dans les salles, dans les cabines de projection pour vérifier, parce qu'il faut vérifier. Oui, mais c'était un film très long, hein? Oui, très très long. Alors, il gagnait un petit peu à être à 25, même peut-être à 26 secondes. Pourquoi économiser des minutes? Pour pas avoir payé des heures sup aux projectionnistes? Voilà, parce qu'on doit payer des paniers aux projectionnistes s'ils dépassent. Donc, dès qu'il gagne prendre son dernier métro, l'exploitant gagne beaucoup d'argent. Enfin, il gagne pas il n'y a pas d'heures supplémentaires à payer. Tout ça, c'est sordide, hein, pour un gars généreux comme vous. Mais vous savez, oui. Non, mais vous savez aussi que quelquefois, ils enlèvent une bobine carrément pour aller plus vite. Donc, quand le film est incompréhensible, comme tous ces films de mecs qui se branlent, et on peut en enlever une bobine, ça change pas grand-chose, hein. Alors, je crois que tout ça, c'est un procès un peu bébête, quoi, de faire des... Parce que les exploitants, on les changera jamais, ce sont des gens qui veulent gagner du pognon, donc ils s'en foutent des films qui passent, malheureusement. Bon, merci Jean-Pierre Mocky, mais restez au bout du fil, parce que vous allez vous entendre, c'est un extrait d'une conversation que nous avions eue aux Grosses Têtes et que je me proposais de faire écouter à Bernadette Lafont. Ce jour-là, vous nous aviez dit que vous étiez prêt à tout, mais vraiment à tout, pour arriver à tourner un film. La centrale catholique, elle était dirigée par un clown, un ancien clown converti, et il baisait sa secrétaire. Il se trouve que moi, je suis rentré dans son bureau, c'était très austère, il y avait des chaises en bois, etc. J'ouvre la porte du bureau, il était en train de baiser sa secrétaire, le clown. Et alors, je lui dis, écoutez, j'ai besoin de tourner l'histoire d'un pilleur de troncs dans 25 églises, il me faut 25 églises. Alors il m'a regardé, il me dit, vous n'aurez jamais 25 églises. Mais je dirais partout que vous avez baisé votre secrétaire. Et résultat, j'ai eu les 25 églises. C'est pas très moral, hein, mais c'est efficace. Hein. Il y en a encore, il y a des curés même, il y a plein de curés, il y en a un qui s'est fait arrêter aujourd'hui pour pédophilie, c'est le 100e. Alors pas d'anticléricalisme primaire, monsieur Mocky, et à bientôt. À bientôt. À 18h, vous retrouverez RTL Soir avec Stéphane Carpentier. Mais tout de suite, dernière ligne droite des Grosses Têtes de Philippe Bouvard en compagnie de Bernadette Lafont. Bernadette Lafont, n'avez-vous voté qu'une seule fois dans votre vie? J'ai voté une seule fois dans ma vie parce que j'ai été poussée par ma fille Pauline. C'était là quand Mitterrand a été réélu. Oui. Parce qu'elle l'avait rencontré, il l'avait complètement séduit.
Et elle m'avait dit, il faut absolument que tu votes. Moi, d'ailleurs, je vais chanter pour lui, parce qu'il y avait tout un mouvement comme ça pour lui. Et en fait, donc, j'ai voté. Puis après, j'ai repris mes bonnes vieilles habitudes. Comme c'était quand même, j'avais déjà... ça faisait des années que je ne votais pas. Il aurait fallu que je sois encore stimulée. Après, j'ai pas récidivé, quoi. Quand vous passez derrière les fourneaux, quel genre de soupe préparez-vous? Ah, les soupes. Oui. J'aime bien les soupes, oui. Avec plein de légumes différents. Ça revient à la mode, hein, la soupe. Oui. Mais c'est commode les soupes parce que on fait de la soupe comme ça et puis cet hiver il est dur. Moi j'ai beaucoup de passages chez moi, donc j'ai toujours de la soupe pour offrir un bol de soupe ou à la place d'une tasse de thé. Quelquefois c'est aussi bien, 5h du soir. C'est bon de savoir si on passe dans votre région, il y a toujours un bol de soupe pour nous. Absolument, oui. Vous pouvez. Ça mitonne sur le coin du fourneau. Comme le café dans le Nord. Non, parce que c'est vrai que la soupe c'est assez long quand même, mais après c'est pas la campagne quand même. Mais par contre, comme j'ai la cheminée qui marche tout le temps, il m'arrive de faire des grillades dans la cheminée, oui. La soupe c'est bien parce qu'on peut rien servir d'autre. Hein. On peut donner l'adresse peut-être. La honte de l'invité d'honneur. Oh, c'est une petite honte. C'est les rôles dramatiques, là. Vous n'êtes pas toujours à l'aise, hein? Oui. Vous arrivez à pleurer devant la caméra quand le rôle l'exige? Très, très difficile pour moi. Moi aussi, je vous ai vu réussir des larmes d'émotion, oui, je vous ai vu. Dans quoi? Je sais plus. Je crois que c'était un petit film, ça s'appelait Occupe-toi de tes oignons. Oui. Ah oui. Parce qu'il disait, et quand je me rappelle quand Whittle était avec sa femme, elle coupait des oignons et elle pleurait. Ah bah ça. Alors lui, il lui disait, je vais te raconter quelque chose de triste, comme ça servira à quelque chose. Mais généralement, la maquilleuse intervient avec de la glycérine. Oui, mais ça, non, il y a tout, même on peut vous souffler de la menthe dans l'œil. Il y en a qui font avec les oignons aussi. Ouais. Mais de toute façon, j'admire beaucoup. Il y a vraiment des comédiens, ils peuvent pleurer, ça jaillit comme un pipi. C'est ce qu'on appelle vraiment, les femmes fontaines. C'est de l'œil. C'est formidable, ça. Mais parfois, c'est trop. Quand, par exemple, facile, vous êtes dans une tournée pas très galetteuse, pensez à votre cachet, ça... Non. Non, l'argent me fait pas pleurer du tout. Ouais. Non. Quels ont été vos partenaires préférés? On en a déjà parlé, réponds pas. C'est vrai qu'au théâtre, Galabru et Marais, mais c'était formidable. Et puis les très plus séduisants aussi. J'étais impressionnée parce que Marais... Gérard Blin, vous l'aviez rencontré d'abord en tournant avec lui? Non, je l'ai rencontré, il jouait dans les arènes de Nîmes. Il jouait Jules César de Raymond Hermantier. Il y avait une pléiade de gens là-dedans. Il y avait même Gérard Lebovici qui faisait de la figuration, qui était agent après très célèbre. Il y avait Jean-Louis Trintignant, Stéphane Audran, qui était marié avec Chabrol. Il y avait des gens comme ça. Et moi, j'étais là-bas de Nîmes, j'avais 16 ans et demi. Et j'avais une copine qui aimait les garçons qui étaient plus délurés que moi. Et on avait des Solex. Et un jour, elle me dit, oh, dis donc, il y a des beaux mecs qui répètent dans les arènes. Alors, avec nos Solex, on faisait le tour des arènes. Vous voyez, les arènes, c'est circulaire, comme ça, pour essayer de savoir d'où ils sortaient. Puis ils allaient dans un bistrot qui était en face des arènes. Alors, on allait aussi s'asseoir et faire... Oui. C'est bon, c'est quand même pas... Maintenant, on en voit plus tôt. Hein, oui, mais à l'époque... Oui, mais tout ça... oui, mais il n'y avait pas beaucoup de temps. Moi, j'avais ma mère qui était sur le balcon, qui regardait. J'avais droit à un quart d'heure de battement. Elle comptait les tours. Oui, elle comptait les tours. Absolument, oui. Disait, si elle va aux arènes, elle va nous ramener les oreilles et la queue. Mais je n'ai ramené que la queue. Je n'ai pas ramené les oreilles. Et puis un jour, il y a eu la rencontre. Hein. Oui, voilà. Vous pouvez encore prendre l'accent nîmois? Dès que j'entends quelqu'un qui parle avec l'accent, ça me revient. Mais là, je suis dans le rythme de Paris. C'est vrai. Mais il suffit que ça parte tout de suite. On est plutôt Parigot tête de veau. Hein, c'est plutôt... mais tout de suite, ça revient. Ouais. Pendant combien d'années votre maman vous a-t-elle appelé Bernard? Toute sa vie. Toute sa vie, vous avez appelé Bernard? Bah oui. Pourquoi? Elle a voulu un fils. C'était raté, mais très réussi par ailleurs. Dernière citation envoyée par M. Rondet de Nantes qui a dit « Celui qui ne perçoit pas la rotation de la Terre n'a jamais été embrassé comme il faut. » C'est mort. Alors, mort.
Mais bon, il y a un demi-siècle Ah ouais. quand même. oui. Pagnol. Non, et c'était une femme. Hein. C'était une femme qui a Colette été extrêmement adulée, admirée. Louise de Villemort. Georges Non. Sand. Non, Colette une femme de spectacle. Ah. Marie-Jeanne. Non. Non. Sarah Bernard. Alors, c'est pas Arletty, mais on se rapproche un petit peu. Mariette Moreno. Non, c'est Gabriel peut-être... Dorzia. Attendez, c'est peut-être pas une comédienne Cléo de exceptionnelle, Mérode. mais elle avait des jambes exceptionnelles. Miss Daguette. Miss Daguette. Eh ben voilà, bonne réponse collégiale. Dès qu'on parle de gens. Et c'est à Bernard Mabille que va revenir le soin de raconter l'histoire envoyée par Monsieur Fayolle de Carouge. Elle est d'ailleurs très courte. Oui. Deux Belges boivent une bière à la terrasse d'un bistrot. Tu savais, toi, que ma femme avait une peur bleue qu'on lui vole ses vêtements ? Bah, elle a qu'à les faire assurer une fois. Ah non, elle a une meilleure idée. Elle a un homme qui reste dans la penderie pour les garder. Et je l'ai trouvé hier soir en rentrant du travail. C'est le départ d'un vaudeville, hein, mine de rien. Voilà, alors un grand merci à Bernadette Lafont, avec laquelle on a pu parler de Ma sœur et moi. C'est un téléfilm de ce spectacle Marcel Proust à la Comédie des Champs-Élysées, et puis du film avec... La première étoile. La première étoile. Merci, bravo, à demain.